Madame, messieurs, bienvenue. Merci à vous de nous rejoindre pour votre rendez-vous sportif dominical. C'est Sport Week-end, un programme chargé aujourd'hui. Vous allez voir, nous parlerons évidemment des JO de Sochi, mais aussi du football avec les tops et les flops de notre expert, Mickaël Madar. Le dossier du jour, c'est Michael Sam, le footballeur américain qui fait son coming out, vous verrez. Et puis nous parlerons également de Mohamed Assaf, le vainqueur de l'émission Arab Idol. Il ne chantera pas en duo avec Shakira à la Coupe du Monde. Et évidemment, nous balayerons tout le reste de l'actualité sportive. Avec moi sur ce plateau, Elinor Lalo, Sarah Koskevic et Julien Baloul. Bonsoir à tous. Bonsoir. Mais je vous propose tout de suite de commencer par les JO de Sochi. Allez, on ouvre cette édition par les Jeux Olympiques de Sochi. Un certain nombre d'épreuves annulées en raison du brouillard, mais ce n'était pas le cas du Super G, une des épreuves reines, ni même de la finale de snowboard. Regardez les résumés de Jonathan Selem. C'est finalement le Norvégien Kjetil Jansrud qui est devenu la star de ces Jeux Olympiques d'hiver à Sochi en remportant une médaille d'or historique en Super G en seulement 1:18:14. Il devance de 3 dixièmes Andrew Weibrecht qui était pourtant en tête lors des temps intermédiaires, mais aussi le Canadien Jan Hudek, 3e ex-aequo avec l'Américain Body Miller à 1:18:67. Le sacre de Kjetil Jansrud ne constitue toutefois pas une surprise. Depuis plusieurs saisons, il figure parmi les meilleurs coureurs du circuit. Il avait prouvé ces derniers jours qu'il adorait cette piste de Rosa Couture. 3e ex-aequo après une très belle performance, l'Américain Body Miller était ému aux larmes. Miller, 36 ans, termine ainsi avec une année noire sur le plan personnel et une année blanche en termes de médailles. Aujourd'hui, c'était une de ces luttes que l'on ressent vraiment fortement au niveau des émotions. C'était comme un vrai combat. Je savais qu'en skiant bien, je pourrais obtenir une médaille. Je suis vraiment heureux d'avoir réalisé cela. Après 8 années de déception, le Canadien Denny Morrison vit en ce moment un véritable conte de fées. Il a remporté une médaille de bronze à l'épreuve du 1500 mètres de patinage de vitesse longue piste. Il s'agit de la 2e médaille en 3 jours pour cet athlète de 28 ans. Mercredi, il avait d'ores et déjà remporté sa première distinction individuelle en argent cette fois-ci lors du 1000 mètres alors que son coéquipier Gilmore Jr. lui avait offert sa place dans la course. La Tchèque Eva Samkova, elle, était sacrée championne olympique de snowboard cross devant la Canadienne Dominique Maltais et Chloé Trespeuch qui offre à la France sa 5e médaille depuis le début des JO. La Française a arraché la médaille de bronze en profitant de la chute de 2 concurrentes placées devant elle dans les dernières centaines de mètres. Chloé Trespeuch, 19 ans, 2 fois vice-championne du monde junior, rejoint Martin Fourcade et ses 2 médailles d'or en biathlon. Jean-Guillaume Béatrix, le bronze en biathlon, et Colline Mattel, le bronze en saut à ski féminin. Au tableau d'honneur de la délégation française en Russie. C'est la 6e médaille française à Sochi. Les Bleus en attendent encore d'autres dans les jours à venir. Et à noter également la belle médaille de bronze pour l'équipe de France de relais ski de fond en 4 fois 10 km. Il termine derrière la Suède en or et la Russie en argent. Tout de suite, on passe à l'athlétisme. Et Renaud Lavillenie qui a battu ce samedi le record du monde du saut à la perche en salle avec un saut à 6,16 m à Donetsk en Ukraine. Le précédent record était détenu par l'Ukrainien Sergueï Boubka à 6,15 m. En 1993, l'Auvergnat qui affirmait depuis plusieurs semaines se sentir capable de cette performance. Il est entré dans l'histoire en franchissant la barre dès le premier essai. Renaud Lavillenie a déclaré sur son compte Twitter être encore dans les airs. Sergueï Boubka, présent dans la salle, a été le premier à féliciter le Français. Allez, on passe tout de suite au football. Une page football à présent et nous rejoignons par Skype notre spécialiste, Mickaël Madar. Alors Mickaël, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, c'est l'heure des tops et des flops de la semaine. On commence par les bonnes nouvelles avec Samir Nasri qui fait un retour gagnant avec Manchester City avec un but et une victoire face à Chelsea. Oui, on a vu un Samir Nasri en forme qui revient après une blessure importante. Il a pu jouer à peu près 30 minutes, il a réussi à marquer un but. Je pense que c'est de bon augure pour la suite du championnat et surtout pour la prochaine échéance qui est bien sûr la Coupe du Monde pour lui, son premier objectif. Alors le PSG qui continue d'écraser tout sur son passage, même avec une équipe bis, Mickaël Madar. Oui, on a vu un match plaisant à regarder avec une équipe qui n'a pas trop forcé son talent. On a vu une équipe du Paris Saint-Germain avec à peu près 80% de remplaçants. On s'aperçoit que pour cette fois-ci, ça a marché. Les autres fois, ça avait moins bien marché. Mais le résultat est quand même positif.
En Espagne, le trio de tête qui reprend sa course folle. Barça, Atlético et Real ont encore gagné. Quel suspense et avec la manière en plus. Oui, on a vu un gros carton du Barça avec un 6-0 contre le Rayo Vallecano, une belle performance avec un but de Neymar qui revient après une blessure aussi de 3 semaines. Un Atlético de Madrid aussi à 3-0, a gagné à 3-0 chez lui. Voilà, on a une course à 3 pour la fin du championnat. J'espère que Real Madrid et Barcelone ne laisseront pas des plumes en Champions League. Et les flops maintenant. En Angleterre, Mourinho refait des siennes et attaque vivement Arsène Wenger, un spécialiste de l'échec, dit-il. C'est bizarre, C'est bizarre parce que je trouve ça quand même un peu dur de la part de Mourinho. Surtout maintenant. Pourquoi? Je ne comprends pas trop. Maintenant, ce que je regrette, c'est que Mourinho a oublié un peu ce qu'a fait Wenger il y a quelques années quand lui était second de Robson à Barcelone. Mais il nous a Wenger... souvent habitués à ce genre de choses, Mourinho, quand même, Mickaël Madar. Oui, c'est toujours ça, c'est toujours de la polémique. Maintenant, est-ce qu'il veut protéger son groupe à travers ça pour la fin du championnat? Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais bon, pour moi, c'est un peu déplacé. Alors en France, Bordeaux n'y arrive plus du tout. 6 défaites lors des 2 derniers matchs, c'est compliqué, comme des 7 derniers matchs, c'est compliqué quand même, C'est vraiment compliqué pour Bordeaux, surtout que Bordeaux jouait l'Europe. Maintenant, il se retrouve à peu près à la 10e place du championnat. Est-ce qu'il y a eu un mauvais recrutement pendant la trêve hivernale avec un Waro, un départ d'Aubragnac? Maintenant, on se retrouve avec un manque d'efficacité des attaquants. C'est un peu tout ça qui fait que Bordeaux se retrouve maintenant dans le ventre mou du championnat de France. Alors enfin, en Allemagne, le coup d'arrêt pour Leverkusen qui perd 2 matchs en une semaine. C'est la 2e défaite de Leverkusen, oui. Contre Schalke 04, quand même une bonne équipe. Mais c'est à domicile, c'est le 2e revers à domicile. Celui d'avant contre Kaiserslautern en coupe. Un mauvais passage pour Leverkusen, mais maintenant on a aussi Dortmund qui revient derrière, qui pousse un peu. Et peut-être pour ça qu'on retrouve un Leverkusen un peu moins impressionnant qu'en début de saison. Merci Mickaël, on passe tout de suite au reste de l'actualité. Mohamed Assaf, le chanteur palestinien de Gaza qui a remporté le concours Arab Idol en 2013, était a priori pressenti pour chanter la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde au Brésil. Il a révélé cette semaine lors d'une conférence de presse que sa participation était annulée. Il a également dit que la superstar colombienne Shakira n'y participera pas non plus. Julien Baloul, bonsoir. Bonsoir. Qu'en est-il? Alors tout d'abord, il faudrait peut-être rappeler qui est Mohamed Assaf à nos téléspectateurs. À la base, Mohamed Assaf, c'est un conte de fées, c'est un beau visage, c'est un garçon de la bande de Gaza qui n'a rien de prédestiné à un destin évidemment de star. Il était un chanteur de mariage et il a réussi à s'inscrire à la version arabe de la Nouvelle Star et a même gagné, alors que rien, encore une fois, ne laissait penser qu'il allait gagner, ni même pouvoir s'inscrire. Regardez, c'était le 22 juin dernier, Mohamed Assaf remporte la Nouvelle Star arabe, c'est l'hystérie. Depuis, tout semble lui sourire, c'est la victoire. Il est nommé ambassadeur pour les droits des réfugiés palestiniens. Il est reçu dans le monde entier. C'est un vrai bonheur, sauf que, comme vous l'avez dit, cette semaine, il a annoncé sur Facebook et dans une conférence de presse qu'il ne chantera pas la Coupe du Monde comme c'était prévu. Il dit que des tierces parties... Alors justement, qui est-ce qui a exercé ces pressions, Julien? Écoutez Valérie, c'est difficile de le savoir. Il y a beaucoup de rumeurs. Ce qui est après important de savoir, c'est que cette information n'a été reprise que par des blogs pro-palestiniens. Donc c'est difficile de savoir si l'information est vraie à la base. Ce qui est évident en tout cas, c'est que Mohamed Assaf est devenu malgré lui un objet politique, un symbole politique. Il est devenu, on le voit sur les tweets, regardez qu'il met sur son compte, il est devenu le symbole du peuple palestinien, il est devenu un symbole politique avec les droits notamment des réfugiés politiques palestiniens, au point qu'il est devenu un symbole politique, c'est que Mahmoud Abbas a essayé de le récupérer, le Hamas interdit ses concerts dans la bande de Gaza, donc c'est pas que la Coupe du Monde, le Hamas interdit ses concerts, et Benjamin Netanyahou a envoyé une lettre à John Kerry, qui est secrétaire d'État américain, lui disant il y a une incitation à la haine dans l'autorité palestinienne, et il a cité une chanson de Mohamed Assaf. Regardez, avec les paroles, il a dit il y a un appel à la haine. Certains disent regardez, c'est peut-être pas un hasard, Netanyahou. Maintenant, tout ceci, à mon sens, sont peut-être que des rumeurs, dans le sens où aucun média traditionnel n'a repris l'information. Donc,
Attendons avant de tirer de conclusions. Apprendre avec les pincettes. Apprendre avec les pincettes. En tout cas, Sepp Blatter avait été dans les territoires. Il avait donc rencontré ce Mohamed Asaf et c'était lui qui avait dit que peut-être qu'effectivement il chanterait à l'ouverture de la Coupe du Monde. C'est quand même hallucinant. C'était aussi un mouvement, mais ça aussi c'est un média pro-palestinien qui dit qu'il avait promis à Mohamed Asaf de chanter. Donc encore une fois, tant que des médias traditionnels n'auront pas repris l'info et vérifié l'info avec la FIFA, on ne pourra pas tirer de conclusion. Merci Julien, on passe tout de suite au dossier de la semaine. Michael Sam est un joueur de football de l'université du Missouri. Il vient de faire son coming out. À l'ère des lois russes homophobes, eh bien, on a l'impression que dans le monde entier, les homosexuels ne veulent plus vivre cachés. Linor Lalo, bonsoir. Bonsoir Valérie. Alors aux États-Unis, il y a des précédents. On se rappelle de Robbie Rogers de la Major League Soccer, également de Jason Collins, le joueur de la NBA, le basketteur. Les deux avaient fait leur coming out l'année dernière. Cette fois, c'est différent. Il s'agit d'un joueur de football américain, Michael Sam. Il a 24 ans et il ne veut plus vivre caché. Regardez ces images. Je suis venu annoncer fièrement au monde que je suis homosexuel. C'est par ces mots que Michael Sam vient de faire son coming out. Le défenseur est un énorme espoir du football américain, bastion du machisme et de la testostérone. Récemment élu défenseur de l'année dans la conférence universitaire Sud-Est, son homosexualité était un secret de polichinelle au sein de son équipe du Missouri. Une déclaration ovationnée par Gary Pinkel, son entraîneur à l'université avec qui il a décroché la saison dernière le Cotton Bowl. Par de nombreux fans, à peine inscrit sur Twitter, le joueur avait déjà plus de 80 000 abonnés. Mais également par la First Lady Michelle Obama qui lui a exprimé sa gratitude sur le réseau social. Michael Sam est éligible pour être recruté par les clubs professionnels de la NFL. Il serait alors le premier joueur homosexuel assumé de l'histoire de la Ligue qui se déclare elle-même pressée d'accueillir et d'encourager le joueur en 2014. Mais est-ce que le football américain est prêt à ouvrir les bras à un athlète ouvertement gay? La réponse en mai prochain, période de recrutement des clubs professionnels de la NFL. Alors entre l'ancien international allemand Thomas Hitzberger qui a révélé son homosexualité, Orlando Cruz, le boxeur, qui vient de dire oui à son compagnon à New York, on a l'impression que les coming out s'accumulent et que les tabous sont en train de tomber, Julien. Absolument. Vous savez, on en parlait ensemble cette semaine. Vladimir Poutine a tellement une dent contre les gays qu'il a voulu les exclure des Jeux Olympiques. Mais finalement, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre une période assez étrange et qu'on est peut-être dans les Jeux Olympiques les plus gay-friendly de l'histoire parce qu'on n'a jamais autant parlé des droits des homosexuels dans le sport et dans les Jeux Olympiques également. Regardez, vous avez parlé de deux athlètes. Alors on va revenir sur leurs deux destins. Tout d'abord, Orlando Cruz, le premier boxeur à affirmer son homosexualité, qui s'est marié. C'était en novembre après avoir annoncé son coming out en octobre. La boxe, c'est quand même un sport super macho, c'est surprenant. Super macho, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est assez viril et pas très gay-friendly, donc c'est le premier à s'être assumé. Il s'est marié, on a l'image. Et enfin, l'autre qui était le footballeur allemand Thomas, je vais vous laisser dire le nom. Hitzberger. Voilà, merci, je ne vais pas essayer. Qui lui a fait ce coming out, mais c'est un peu moins courageux dans le sens où il l'a fait après sa retraite. Et on a vu une image juste derrière vous, on va peut-être la revoir à l'écran. C'est pas n'importe quoi, c'est dans les tribunes des fans du Bayern, qui est l'un des premiers clubs de Thomas. Moi, je dis que son prénom, je n'essaie pas de dire son nom. Hitzberger, merci. Thomas, dans les tribunes, on peut lire « Ce n'est que lorsque le coming out ne sera plus un problème que nous gagnerons ». Donc visiblement, ils n'y en veulent pas du tout. Et au contraire, ils sont très fiers. Merci beaucoup, Julien. Tout de suite, allez, on passe au basket. Allez, on termine cette émission par du basket à peine remis du Super Bowl. Ce week-end, les All-Star Games de basket s'annoncent encore comme un grand moment de sport à l'américaine. On part du côté de la Nouvelle-Orléans. Sarah Koskiewicz, bonsoir. Bonsoir Valérie. Effectivement, c'est la 63e édition du All-Star Game. Ça se passe cette année en Nouvelle-Orléans et c'est un week-end dont le point d'orgue est un match qui se déroulera ce soir, dimanche, et qui oppose les meilleurs joueurs de la conférence Est et aux meilleurs joueurs de la conférence Ouest. En attendant ce match et les résultats, on a quand même vu déjà des super beaux moments de basket et notamment le Rising Star Challenge dans la nuit de vendredi à samedi, un match spectaculaire qui oppose les rookies aux sophomores, donc les petits nouveaux face aux vedettes de la NBA, si vous préférez, et on a tout vu. On a vu des dunks, on a vu des tirs à 3 points, et forcément, on a un héros, et ce héros, c'est Andre Drummond, le pivot des Detroit Pistons, qui a enflammé le parquet, 30 points, 25 rebonds, c'est un record pour le Rising Star Challenge. C'est la première fois qu'on voit ça. Et il remporte sans surprise le titre de MVP de ce match-là. À ne pas confondre avec le titre de MVP de la saison NBA. C'est un titre honorifique, mais ça reste un titre quand même. Vous allez me dire si je me trompe, Sarah, mais moi j'ai l'impression que depuis quelques années, l'intérêt du public pour les All-Star Weekend est clairement en baisse, aux États-Unis comme ailleurs. Je me trompe ou pas? Alors non, vous ne vous trompez pas du tout, parce que, alors d'un côté, ça reste des matchs
Oui, il se passe rien. Il y a quand même beaucoup de spectacles, il y a des concerts. Il y a du spectacle à l'américaine. Il y a du spectacle à l'américaine, évidemment. Tout comme le Super Bowl, il y a des concerts. Cette année, on a vu Pharrell Williams, notamment, pour chanter pour le All-Star Game. Mais ils ont pas de. Ça change rien à leur saison NBA en réalité. Oui. C'est des titres honorifiques et c'est très bien. Et évidemment, les Américains. En tous les cas, nous, on va suivre ça, puis vous viendrez nous en parler dans Sport le Mag. Absolument. Merci, Sarah. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir choisi notre chaîne et de votre fidélité à nos programmes sportifs. On se retrouve demain, 19h40 heure israélienne, pour un nouveau rendez-vous de Sport le Mag. Que le temps passe vite. En votre compagnie, restez avec nous. L'info continue sur i24 News.